Dès que le silence s'est brisé, parce que là, par exemple, dans un des courts-métrages, il y a 2 femmes qui subissent ce fameux harcèlement. Ça peut être, enfin, si tout le monde se tait, Oui, rien se dénoue finalement. Et puis là, on voit que c'est une petite structure, c'est pas une grosse structure. Il suffit qu'il n'y ait pas de service RH ou qu'il n'y ait rien d'autre autour pour accompagner, pour que ça soit encore plus difficile. Il y avait une personne juste là-bas. Juste derrière. Vous pouvez juste lever la main pour vous. Merci. bonjour. Moi, je souhaite réagir par rapport aux vidéos qu'on vient de voir. C'est un condensé, et du coup, c'est angoissant et c'est choquant parce qu'on voit directement l'acte de harcèlement et effectivement, ça choque tout le monde. Mais dans le milieu du travail, ça vient petit à petit en fait. Ça commence par des réflexions, ah t'as maigri, ah t'es jolie, et on se retrouve Tu pas. donnes chaud. Tu donnes chaud, c'est plus direct. Dans l'ascenseur, ouais. Oui, c'est plus direct, mais il y a des situations en fait. Le harcèlement, il vient tout doucement en fait. C'est des réflexions sur les vêtements que porte la collègue, le rouge à lèvres, ah t'as maigri, etc. Et au final, on se retrouve des semaines, des mois après, à voir effectivement un comportement qu'on vient de voir sur la vidéo, donc qui est choquant. Mais est-ce que c'est pas peut-être plus pertinent dès le début de casser ce genre de banalité en fait? Ça vient vraiment tout doucement. Moi j'ai assisté à des situations de collègues, c'est ça en fait, c'est où t'as maigri, ah t'es bien aujourd'hui, ah franchement ça va bien, et au final on se retrouve 4 mois après, alors on se voit quand, et personne ne comprend, mais ça vient tout doucement. Et c'est en fait dès le début où les équipes et les gens avec qui on travaille autour doivent mettre le haut là, parce qu'après effectivement les gens ne comprennent pas quand on fait des actions, quand les personnes veulent porter plainte ou quoi, ils ne comprennent pas parce qu'ils se disent mais il y a 2 mois à la réunion, tu as dit que tu étais jolie, tu avais l'air d'apprécier, et là aujourd'hui tu veux porter plainte contre ton collègue. Donc je pense que c'est dès le début, il faut, moi ça m'est arrivé dès le début de couper court à un collègue qui t'as maigri, mais tu te prends pour qui? Je ne viens pas ici pour que tu me dises si j'ai maigri ou pas, je suis pas là pour ça. Et je pense que c'est vraiment insidieux, ça vient tout doucement. Après, dans l'harcèlement, pardon, il y a une partie de manipulation. C'est que, ben voilà, c'est ça, c'est que si les personnes qui faisaient ces actes entraient brutalement, ben ça serait banni directement. Là, c'est une manière d'aboutir, je ne sais pas quel mot utiliser pour ce type de situation, mais c'est vrai que ça fait partie la manipulation fait partie de l'harcèlement. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? C'est ça, délimiter justement cette limite. Vous pouvez passer le micro. Tu peux juste rester à côté du micro, comme ça, ça s'appelle. Alors, c'est bien, vous demandez. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est la journée du compliment. Donc ça veut dire que si je fais un compliment à une femme, qu'aujourd'hui effectivement elle est belle, elle est bien habillée, ça peut passer, à mon sens. Maintenant, si demain je refais le même compliment ou un autre, ou l'après-demain j'en fais encore un autre, là effectivement peut-être que dans ma tête il est en train de se mûrir quelque chose de malsain. Donc je pense qu'il faut vous rassurer, mesdames et mesdames, même pas mesdemoiselles, mesdames, heureusement qu'on peut, à mon sens, encore faire un compliment à une femme. Parce que je pense que c'est important de pouvoir le faire. À partir du moment où régulièrement je vais en faire à la même femme régulièrement tous les jours, là effectivement je suis en train de basculer sur quelque chose qui n'est pas normal. Et donc la vigilance, vous devez l'avoir, parce que voilà, ça peut arriver effectivement, et c'est peut-être la dame posait la question à partir de quand ça peut être normal ou pas. Moi ma réponse en tant qu'homme c'est celle-là. Si demain, régulièrement, sur mes collègues de travail, je vais leur dire qu'aujourd'hui elle est belle, demain elle a des soucis, demain et cela, c'est pas normal dans mon comportement. Oui, bien sûr, mais dans un mode de bienveillance, on peut sentir la limite. Vraisemblablement. Non, mais voilà, s'il n'y a pas de manipulation derrière, moi je pense que la limite, en fait, c'est à partir du moment où on se sent gêné, en fait. Quand la personne... Et je pense que la personne qui fait le compliment le sent aussi tout de suite. À partir du moment où il y a une gêne qui s'instaure, c'est que les rapports sont malsains. Voilà. Et je voulais aussi rajouter tout à l'heure que dans une équipe, des fois, même si tu vas dénoncer le harcèlement, après ce sont tes collègues qui risquent de t'en foutre plein la tête. Tout simplement parce que tu as dénoncé le boss et il les arrangeait bien, ou voilà. Donc, en fait, le harcèlement au travail,
il faudrait, au lieu que ce soit la victime qui, dès le départ, porte plainte, je pense que ça serait un travail d'équipe à faire vraiment un vrai travail de fond. Comment si on travaille, comment tes coéquipiers doivent se comporter. Et c'est comme ça qu'on pourra peut-être l'éliminer. Bon, il y a peut-être trop d'espoir dans l'élimination du harcèlement, mais bon, voilà quand même. J'entendais, je voyais des oui derrière. C'est qui voulait intervenir? Oui, je voudrais répondre à cette question de limite. Quand est-ce qu'on sait que c'est un harcèlement ou pas? C'est vrai, c'est ce que dit Yves. Je pense qu'on peut encore faire des compliments aux femmes, heureusement, c'est quand même... ou à un homme. Oui, c'est rarement, c'est rarement le contraire. Le contraire, mais après, ça dépend le contexte aussi, le lieu. Et il me semble que c'est ce qu'elle a dit, Sabrina, si on se sent gêné par ce compliment, et si c'est un caractère répétitif aussi, c'est un peu louche quand même, que on nous dise t'es jolie à longueur de journée, ou 2 jours, 3 jours, d'autres compliments qui s'y mêlent et tout, on commence à flipper un peu quand même, à réfléchir, qu'est-ce qu'il me veut, est-ce qu'il me drague, ou... Et je pense que c'est ça. Mais je pense que le harcèlement qui est visible... on peut tout de suite réagir, attaquer. Ce que disait la dame tout à l'heure, c'est quand le harcèlement est un peu en dessous, c'est caché, ça mène petit à petit, c'est banalisé. Et donc on a l'impression, on peut banaliser sans faire attention. Par exemple, il y a une scène où le monsieur vient tous les matins pour signer et il dit, il harcèle parce que finalement il dit tous les matins c'est la même chose. Est-ce que tu vas me le faire tout le matin, des choses comme ça. Et a priori, si on regarde comme ça, si on n'est pas dans un contexte de rencontre, débat sur le harcèlement, bon, on voit pas, on fait pas attention à ça. Oui, mais après, il dit quand même, tu pourrais te faire autre chose le matin. Oui, mais quand tu n'es pas dans... Parce que nous, on est en train de réfléchir là-dessus, c'est pour ça. Mais il y a des choses qu'on voit pas. Franchement, c'est banalisé tellement... on a l'habitude de ça. C'est pour ça qu'il faut être attentif quand même, parce qu'il y a des réflexions, il y a des insinuations qu'on peut laisser passer si on ne fait pas attention. Et c'est petit à petit ça qui amène aussi au harcèlement. Moi, je pense que ce n'est pas une question de précarité ou des femmes isolées, hein, parce qu'on a quand même, ça fait pas si longtemps que ça, que l'affaire des États-Unis, l'acteur, le producteur a fait quand même la une, et c'est pas des gens isolés, ni précarisés, ou c'est un milieu quand même assez... en tout cas, ils ont les moyens de réagir, mais ils avaient peur pour leur carrière, pour leur... Oui, bien sûr, mais les problématiques sont les mêmes au final. Les problématiques sont les mêmes, donc c'est pas tant que ça la question du milieu, c'est aussi la force de caractère et puis ce qu'on veut dans la vie. Je pense qu'il y a des gens qui vont être plus faibles et qui vont se laisser un peu faire. Il y a des enjeux qui sont derrière. Il y a des enjeux derrière. Mais je trouve aussi que cette femme qui a tapé à la porte, qui a sauvé quelque part la fille, parce qu'elle entendait, bien sûr, elle entendait ce qui se jouait dedans, mais elle s'est tue. Et je pense que des fois aussi, elle a réagi, elle a tapé. Mais je pense que des fois, il y a des collègues qui peuvent être au courant, mais se taisent. Ils ont aussi peur que la personne qui est victime. Et c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut travailler, que quand on connaît des situations, il faut en parler aussi avec la victime. Peut-être qu'on peut l'aider à libérer la parole et à porter plainte, ou en tout cas à réagir. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des commissariats aussi, parce qu'il y a des plaintes qui ne sont pas forcément prises au sérieux. Ça, il y a ce travail-là à faire. Et parce que si on va dans un commissariat porter plainte et que le commissaire, la personne qu'on a minimise ou banalise ou rigole, je ne pense pas qu'on va faire quelque chose. Et je me demande s'il n'y a pas l'inversion de la charge de la preuve si on est harcelé. Il faut bien regarder la loi. Je ne l'ai pas par cœur, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme dans le domaine de l'emploi, comme pour les discriminations, il y a maintenant l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que ce n'est plus la personne qui doit montrer
qu'il est discriminé, mais le patron doit montrer qu'il n'a pas discriminé. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça dans le harcèlement. Il y avait une personne qui voulait intervenir plus derrière, et après vous. Il y a la personne derrière, et puis après, il y a quelqu'un derrière vous qui va vous prendre le micro. Voilà. Tout ce qui a été dit est très intéressant tout à l'heure, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, pour ma part, c'est qu'au niveau de l'État, au niveau des lois, mais surtout en tant que personne, on est tous conscients de cet harcèlement. Il se passe devant les yeux de tout le monde, mais personne ne veut le voir. Et c'est ce que disait la dame, c'est qu'au bout d'un moment, même le harcèlement qui n'est pas sexuel, parce que ça, tout le monde a connu le harcèlement au travail. Les collègues se retournent parce qu'ils ont peur pour leur poste, parce que tout le monde a ses raisons. Mais des gens avec qui vous pouvez manger tous les jours, partager des moments, au moment de dire, t'as vu les scènes, t'es prêt à dénoncer? Non, il n'y a plus personne. Et aujourd'hui, quand vous passez devant un magasin, vous voyez tout le temps la même annonce, ils recherchent tout le temps des employés, qu'on voit qu'il y a des burn-out récurrents. Je pense que les gens ferment beaucoup les yeux. C'est pas normal qu'on recrute toujours des petites jeunes sur ce poste, qui viennent bien présenter, parce que moi j'ai déjà entendu des entretiens, un tel a été choisi parce que... Il était présentable. Pas présentable, parce que tout le monde est présentable, parce que elle avait des formes plus généreuses que d'autres. Chez les hommes, on n'entend pas ça. On peut recruter un commercial qui est rond, qui est petit, ce qu'on veut. Chez une femme, il y aura toujours ce critère. Et à partir du moment, c'est plusieurs choses qui se rejoignent, parce que comme elle disait, à partir du moment qu'on laisse les gens aussi à nous dire, à nous les femmes, les compliments, ça fait toujours plaisir, on ne va pas dire le contraire. Mais on va plus se permettre d'aller vers une femme, dire, cette tenue est mieux, ça te va mieux. Il y a un moment où à quoi je ressemble ne concerne pas ça, et n'a aucun rapport avec ce que j'ai dans ma tête et ce que je vais donner à l'entreprise. Alors, hormis le harcèlement sexuel aussi, c'est que les responsables ont quand même certains ce truc de domination. Et à partir du moment qu'on pense, et c'est aussi le problème de la France, c'est aussi le problème des burn-out, à partir du moment qu'on pense qu'on domine des personnes, on pense d'avoir des droits sur tout et n'importe quoi. De toute façon, c'est souvent une relation de pouvoir. De toute façon, c'est une relation de pouvoir. Mais hormis parfois des collègues où il n'y a pas forcément, parce que je pense que les femmes qui sont harcelées sexuellement, ça peut aussi arriver face à des collègues. Voilà. Mais ce que je veux dire, je me le rappelle aussi pour moi-même, c'est qu'aujourd'hui, ça se passe devant nos yeux, et c'est juste qu'on ait tous le courage, quitte à perdre son poste, mais défendre les bonnes valeurs, les vraies valeurs, c'est-à-dire voir une collègue qu'on n'apprécie pas, mais qui lui arrive ce genre de choses, d'avoir le courage de dénoncer, parce que demain ça peut arriver à un de nos proches. N'importe qui. Voilà. Une personne juste à côté de vous qui voulait intervenir. Je voulais juste rajouter que le harcèlement sexuel ne touche pas seulement les personnes qui sont isolées ou qui sont faibles, mais même une personne forte aussi peut subir le harcèlement, parce qu'on est sur un comportement où ça va sur la durée. Donc la personne ne va pas se rendre compte qu'elle est harcelée tout de suite. Voilà, tout de suite, c'est pas évident. Donc c'est dans le temps, et à force de subir ça, et la femme, la personne va se remettre en question. Pourquoi moi? Pourquoi c'est comme ça? Et du coup, elle va finir par perdre confiance en elle. Mais que c'était quelqu'un de très fort au départ. Voilà. Il y avait une personne devant qui voulait intervenir. Juste là, il y a juste une personne devant, après je vous repasse le micro. C'est juste pour distribuer la parole, je fais aucune discrimination. C'était juste la dame. Oui, moi je voulais juste dire qu'il faut faire attention aux propos qu'on tient quand on parle de précarité, de caractère des femmes, parce que ça fait porter le poids sur la victime. Presque la victime, si elle avait été elle est responsable de ce qui arrive. Or, ceux qui dysfonctionnent là, ce sont les hommes, dans ce qu'on vient de voir. Et moi, je pense qu'on ne réglera ce problème que aussi avec les hommes, et notamment dans les collèges, à travailler avec les relations garçons-filles, au sein des écoles, au sein des collèges, au sein des entreprises, et ça nécessite un travail collectif. Je profite juste à côté pour dire simplement que
la question des genres, c'est-à-dire au niveau de la solidarité et du respect, c'est pas une affaire de femmes entre femmes ou une affaire d'hommes entre hommes, c'est une affaire de tous. Donc ça veut dire aussi que n'oublions pas qu'on peut aussi avoir l'appui de n'importe qui à partir du moment où on a des valeurs, où on a une éthique. Et c'est important. Et donc voilà, simplement... Après, c'est beaucoup plus simple à dire qu'à... Et le silence tue. Le silence tue. Donc il faut le dire, il faut pouvoir l'exprimer et d'avoir la liberté de s'adresser, d'avoir la solidarité des uns et des autres. Et la complicité, elle est aussi parfois passive, que ce soit des hommes ou des femmes, quand on voit et qu'on ne dit rien. Voilà. De l'harcèlement. Je prends une dernière question. Nos 4 intervenantes sont arrivées, donc du coup, on va enchaîner avec le débat. C'était vous qui vouliez intervenir. Juste, j'ai pris le micro et je le garde. Oui, non, moi ça va être rapide. Hein. Moi, c'est le côté, le volet culpabilité, parce que c'est pas facile pour une femme qui subit ça, parce qu'elle va se dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit moi justement qui soit choisi par rapport à ça. Et voilà. Et ça fait que la personne n'ose pas parler. Et comme vous disiez, les autres personnes autour peuvent l'aider à libérer la parole. Mais je crois que c'est ce côté culpabilité. Quand on va porter plainte, on vous pose des questions. Parce qu'il y a des personnes qui le disent. Hein, qui disent, moi, je ne retournerai pas au commissariat parce que c'est comme si... voilà, c'est la double peine. Ouais. Voilà. Et ça, je crois que ce volet-là aussi, il faut le travailler pour que les personnes osent aller parler. Justement. Mais dans tous les rapports de victimes d'harcèlement ou d'attouchement ou de viol, c'est souvent la victime qui a honte et rarement l'agresseur. Oui, parce que les questions qu'on leur pose sont quand même agressives parfois. Il faut raconter comment ça s'est passé, etc. Et ça, c'est pas facile. Voilà, on touche à son intimité et ça, c'est pas évident. Il y a une violence. Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment beaucoup de personnes autour pour aider, pour soutenir et ça, c'est essentiel. Merci. Alors, le micro arrive à vous. Moi, je voudrais un peu revenir sur les compliments, c'est pas de mal. Désolé, j'ai en tête des scènes que j'ai vécues au travail. Et je pense que le jour où on fera les mêmes compliments aux hommes, on pourrait peut-être se dire que c'est peut-être innocent. Mais quand on fait des compliments systématiques aux mêmes personnes, il faut se poser des questions. Et puis là, on parle du travail. Moi, quand je vais au travail, j'ai pas besoin que mon collègue me dise tous les jours que je suis belle ou que je suis pas belle. Où je suis apprêtée, c'est pas pour ça que je vais au travail. Quand je vais au travail, c'est pour travailler et je veux qu'on prenne au sérieux le travail que je fournis, pas l'enveloppe. Comme l'a dit la personne, c'est ce qu'il y a dans la tête qui compte. Donc quand on fait toujours le même compliment aux mêmes personnes, ça devient lourd. Et c'est dès le premier compliment. Moi j'ai en tête une scène où une collègue elle vient, elle était apprêtée en réunion, elle avait mis un peu de rouge à lèvres, un peu de... c'était apprêtée quoi. Je pense qu'elle avait un rendez-vous après. Elle avait rendez-vous après. Et du coup, le collègue, dès qu'elle est rentrée, toute la journée, il l'a saoulée en fait. Dès qu'elle est rentrée en réunion, ah, t'es jolie aujourd'hui. Ah, mais qu'est-ce que t'as? Ah, non. Et je lui dis, c'est bon, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Ça fait quand même 4 fois que tu lui fais la réflexion. C'est bon, il faut passer à autre chose en fait. Et elle n'a pas parlé. Mais elle était soulagée en fait que j'intervienne. Oui, bah oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est ce qu'il disait, c'est que c'est bien que les témoins puissent intervenir aussi, quoi. Parce que ce type de comportement peut amener aussi à être tétanisé, à ne pas savoir comment réagir, à ne pas savoir le fait de se sentir soutenu par des hommes ou des femmes. Il y a un deuxième débat qui se crée à côté. Mais enfin voilà, ça permet de casser tout ça. C'était la dernière question que je prenais. Puisque les 4 intervenantes, puisqu'aujourd'hui on est vraiment autour de la femme, sont arrivées. Je pense qu'elles sont... Allez, c'est parti. Je suis mise à la bonne place. Donc je m'appelle Annick, j'ai 33 ans, je suis maman d'une petite fille. Je travaille dans l'événementiel, donc j'ai ma boîte d'événementiel depuis 8 ans. Donc j'organise des mariages, des baby showers, des anniversaires. J'interviens en tant que coordinatrice, traiteur à différents niveaux. Et après, je travaille aussi dans le milieu associatif, donc pour 3 associations notamment. Une dans le 91, une dans le 19e et une dans le 93. Donc on travaille principalement autour de la prévention de délinquance, la vérité, les séjours à l'international et différentes thématiques. Donc je mets en place les projets, je recherche les subventions. Et voilà.
Et l'événementiel, ça a toujours été votre dada? C'est votre parcours scolaire? Est-ce que c'est une initiative complètement personnelle? On va dire que c'est aussi le parcours scolaire. Donc j'ai suivi, on va dire, un parcours dans ce sens-là. Après, ça a toujours été mon truc. Organiser, mettre en place des choses, pouvoir travailler avec des personnes issues de cultures et de milieux différents. La richesse qui vous a intéressé, c'est ça? D'accord. À mon tour. Bonjour à tous, je m'appelle Odile, j'ai bientôt 30 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai un parcours assez atypique dans le sens où je suis actuellement en fait en Master 2, gouvernance, encadrement des territoires, et j'ai pas le bac. Donc comme quoi en fait, venant de Grigny, on est assez stigmatisé de base par rapport à notre cursus, par rapport à notre... Je vais juste vous couper, du coup vous avez passé le DAEU, c'est ça? Pas du tout. Donc j'ai vraiment... j'ai suivi le système en fait, j'ai validé un diplôme qui me donnait le niveau bac, qui est un BPGEPS animation sociale en l'occurrence, et par ce biais-là, j'ai réussi à reprendre des études universitaires. C'est pas un parcours aisé, c'est vraiment le parcours du combattant, surtout avec 2 enfants, mais c'est pour aussi me prouver déjà premièrement à moi-même et ainsi qu'à mes enfants que il est possible en tant que femme de réussir, d'entreprendre ce qu'on veut entreprendre, et que quand on a un objectif en tête, il ne faut jamais le lâcher, il ne faut jamais le perdre de vue, et surtout aussi de le rendre fier. Voilà, parce que je viens de Grigny, forcément on véhicule des stigmatisations, des idées reçues, et je voulais déconstruire ça en fait, je ne voulais pas me cantonner à ce qu'on dit tout simplement. Donc je me suis dit, voilà, si les autres peuvent le faire, moi aussi je suis capable de le faire, donc j'ai entrepris les études, là je suis sur la fin. Ça fait 5 ans que j'ai repris quand même les études, donc ça fait quand même long. Quel a été le déclic? À quel moment on se dit je reprends les études? Est-ce que les études avaient autant de valeur pour vous avant? Honnêtement, oui, ça avait beaucoup de valeur parce que mes parents, surtout mon père, m'a inculqué cette notion de toujours être la première de la classe, toujours essayer de s'en sortir, toujours vraiment ne pas se faire happer par le système scolaire qui est quand même assez... qui est un peu teinté d'inégalité, en tout cas sur la ville de Grigny et dans d'autres communes un peu défavorisées malheureusement. Et ce qui a été le déclic, en tout cas le premier déclic, c'est surtout le travail que je faisais, j'étais aide à domicile. Vous étiez aide à domicile. Je venais d'accoucher de ma fille, et 15 jours après j'ai dû reprendre le travail, donc une femme, une maman sait comment ça se passe après l'accouchement. Le travail d'aide à domicile, c'est pas forcément des plus aisés. Et le déclic, c'est d'avoir porté en fait une personne âgée avec son fauteuil roulant, et moi, ma santé, en fait, elle a commencé à me dire stop, c'est bon, il faut que tu arrêtes, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est là que justement le déclic petit à petit a fait son chemin. Donc c'est une volonté de changement de vie, c'est ça? Complètement, de changement de vie, de changement d'horizon, de se dire qu'il est possible de pouvoir aller au-delà de nos limites, des limites que justement comment dire ça, c'est des limites qu'on se met à soi-même en fait. Du coup, c'est des pensées limitantes. Une sorte d'autocensure que je voulais justement dépasser, c'est de casser briser ce plafond de verre en fait. Et du coup, je me suis dit bon, si d'autres personnes y arrivent, je suis capable aussi, donc je vais mettre les moyens en œuvre pour essayer d'atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, par le biais de ce cursus-là, en fait, j'ai aussi créé une association en parallèle qui s'appelle Inséréaction, qui permet justement de pouvoir aider les femmes qui sont dans la demande d'un accompagnement que ce soit social ou socio-professionnel, de pouvoir les valoriser, de pouvoir les positionner par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs objectifs de vie, et se dire qu'on est on est chacun maître de soi-même en fait, qu'on n'a pas, comme on dit tout à l'heure, s'auto-censurer, qu'on ne doit pas agir par rapport à ce que les autres ont dit tout simplement, et que quand on a vraiment un objectif, qu'on peut être actrice de sa vie et non spectatrice. Parce qu'en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui, pour des choix de vie, pour des choix qui leur sont, qui les dépassent, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il faut nourrir la famille et tout, elles se mettent dans des positions de spectatrice et se dire je fais des travaux, un boulot, un job hyper éreintant, je tue ma santé dedans, et au final... Oui, et puis il y a certaines priorités. Tout à l'heure, on parlait de précarité, on a des enfants à nourrir, Donc c'est un système, assez spirale. Voilà, et ça, on rentre dans une spirale infernale sans voir le bout. Et quand on voit le bout, en fait, c'est parce que la santé nous dit faut que t'arrêtes là, MDPH, voilà, ça va pas. Même avant la santé. Même avant la santé aussi. Mais en général, en tout cas, de ce que j'ai pu voir par rapport aux accompagnements, c'est la santé qui commence un peu à être le premier signal. Les enfants, oui, c'est vrai, mais on se dit, bon,
tant que j'ai la santé, je peux continuer. Et quand la santé commence vraiment à se dire, voilà, ça va pas, je commence à avoir des problèmes de motricité, je commence à avoir des pénibilités au travail, là, il y a quelque chose qui va pas et il faut qu'on creuse. Et c'est des fois un peu trop, pas trop tard, parce qu'il n'est jamais tard, mais des fois c'est fait quand même de façon tardive. Il y a des gens qui passent leur bac à 50 ans. Mais il n'y a pas de honte à ça, au contraire, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte en moi. Et on apprend toute la vie aussi. Exactement, exactement. Moi je suis toujours en admiration envers des femmes qui à 92 ans reprennent le bac. En l'occurrence, il y a une dame au Nigeria qui, voilà, à 92 ans, a repris le bac parce qu'elle voulait faire honneur à sa fille, qui dit, toi aussi, mamie, toi aussi tu peux faire des études. Il y a d'autres cas, une femme en France qui a 75 ans aussi qui a repris le cursus universitaire. C'est des gens moi, pour qui je suis en totale admiration. Comme quoi il n'y a pas d'âge, vraiment en fait les limites c'est nous-mêmes. On se donne dans ces limites. Donc voilà. Merci. De rien. Wendy, parle-nous un peu de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Wendy, j'ai 27 ans. Je dirais que je suis auteur-entrepreneur. J'ai plusieurs autres casquettes, mais c'est plus facile de le définir comme ça. Auteur, parce que je suis l'auteur d'un beau livre qui s'intitule Reine des temps modernes, que j'ai réalisé il y a 4 ans maintenant. Et en fait, ce projet a grandi avec moi parce que de beau livre, c'est devenu un webzine. De webzine, c'est devenu également en parallèle une association. Un projet global. Exactement, où on fait pas mal de choses, donc de l'événementiel, de la communication, de la création de contenu. Et en parallèle de ça, j'ai aussi la casquette freelance, où je travaille sur des projets de communication événementielle, donc c'est toujours lié création de contenu. Donc c'est ton parcours, la communication, c'est ça? Alors pas du tout. À la base, j'ai un master en management international. Mais en fait, à la fin de mes études, je cherchais un stage et je voulais absolument travailler dans le secteur de la culture et des médias. Et du coup, j'ai obtenu un stage pour une chaîne de télévision. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel comme ça. Et ça a duré à peu près 3 ans, sauf que j'ai toujours su que je voulais pas forcément travailler pour quelqu'un. Voilà. Et donc du coup, très rapidement. Ce n'est pas un tort. Oui, non, mais bon. Et donc, rapidement, en fait, quand j'ai commencé à travailler, le projet naissait en même temps. Donc au début, je faisais les deux. Donc j'étais salariée, en même temps, j'avais cette casquette entrepreneur. Et très rapidement, je me suis dit que si on veut que son projet réussisse, il faut à un moment se donner les moyens et se donner les moyens à 100%. Et du coup, j'ai décidé de quitter le monde salarial pour découvrir le monde entrepreneurial. Et là, ça fait pratiquement 3 ans. Donc, voilà. Meilleur pour la fin, c'est ça? Je sais pas, mais bonjour, donc je m'appelle Masuko, je vais avoir 29 ans cette année. Moi, je suis rentrée d'Angleterre, j'ai passé 2 ans en Angleterre de mes 21 à mes 23 ans. Et en rentrant d'Angleterre, j'ai repris mes études. J'ai fait une licence et actuellement, je suis en master de physiologie intégrative, master de bio. Je suis revenue championne du monde de boxe thaï. Wow, on a une championne avec nous. Et voilà. En fait, c'est pas tellement pour le parcours, mais c'est surtout pour dire que je pense que dans la vie, il faut surtout faire des choses qu'on aime pour se sentir s'épanouir et se sentir s'élever en fait. C'est du dépassement de soi là, parce que partir en Thaïlande et revenir championne, c'est. Oui, c'était un défi. Mais je pense que dans la vie, il faut essayer de dépasser ses peurs et aller au-dessus de ses limites. Et en fait, on est tous capables. Il faut juste se donner les moyens et on est tous capables d'arriver à quelque chose. Je me suis mariée du coup cet été, donc j'ai arrêté la compétition en boxe. Et je continue à boxer en loisir parce que je travaille à côté et études, travail. Et ça fait déjà un emploi du temps chargé. C'était beaucoup, donc voilà. Voilà. Du coup, vous parlez tout du fait d'aimer ce qu'on fait, de reprendre ses études, ouvrir une association, être en freelance, partir en Thaïlande et de revenir championne. Alors, il y a des déclics, là ça a été la santé. Est-ce que dans votre entourage, il y a des personnes qui vous ont montré cette excellence? Est-ce que vous avez des mentors? Ou est-ce que ça vient de vous? Est-ce que je pose plusieurs questions en même temps, mais... Moi, je pense que j'ai pris du temps à me rendre compte en fait.
parce que j'ai pas forcément eu de déclic en particulier, j'ai pas forcément une mentor non plus en particulier, mais je pense que c'est l'entourage dans lequel on évolue. J'ai la chance, moi, dans ma famille, et j'ai Sabrina qui est là, j'ai ma mamie aussi qui est là, où j'ai beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui entreprennent. Alors, bien souvent, on veut donner une définition de l'entrepreneuriat qui va être celle de créer une entreprise, d'être au CAC 40, etc. Et moi, je pense qu'il y a vraiment plusieurs définitions, justement, c'est pas la réussite, mais c'est les réussites, c'est en fonction de comment on le définit. Et c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu la chance de voir, en tout cas dans ma famille, des femmes qui se battent déjà, et qui se battent pour des choses qui leur plaisent, et pas forcément dans des modèles conventionnels. Et même si j'en avais pas forcément compte, aujourd'hui, en grandissant, je me dis que c'est quand même un terreau favorable, en fait, pour pouvoir faire ce que je fais. Et que, par exemple, mes parents n'ont jamais... J'ai jamais eu cette discussion avec mes parents de me dire mais tu sais, il faut que tu trouves un travail, ce que tu fais, c'est pas normal. Mes parents, je crois que tu leur poses la question, ils savent même pas ce que je fais, en fait, ils seraient incapables d'expliquer. Ils font confiance. Mais voilà, ils croient en moi, et ils estiment que voilà, on n'a qu'une vie. Donc à partir du moment où je suis épanouie dans ce que je fais, c'est le principal. Si j'arrive à manger, à boire, à vivre, et que je suis pas trop en galère, donc je dirais, ouais, mes mentors, ça a été vraiment le fait de pouvoir grandir dans une famille où on peut être un peu ce qu'on veut et être soi. Mais d'ailleurs, il y a des mamans sur le plateau. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais les enfants, ils s'imprègnent tout. Même quand on ne leur parle pas directement, ils grandissent dans un environnement, ils voient les gens faire, et c'est super important. Alors, sans parler de modèle ou de mentor ou de quoi que ce soit, voir une maman qui se bat ou qui est épanouie. Ça tout court aussi, une maman épanouie, ça fait des enfants épanouis. Une maman qui souffre, ça fait aussi des enfants qui peuvent être en souffrance, mais je trouve ça vraiment important, pas forcément en leur donnant une liste de ce qu'il y a à faire dans la vie pour avoir un travail, pour être ceci ou cela, mais je trouve que c'est... Si je peux juste rajouter un mot aussi, parce que c'est le travail que je fais en fait avec Reine des Temps Modernes, c'est le travail de la représentation. Parce que pour expliquer un petit peu, Reine des Temps Modernes, à l'origine, c'était proposer des modèles de femmes noires qui ont existé dans l'histoire, qui ont fait des grandes choses, et de les mettre en avant. Et aujourd'hui, notamment avec le webzine, c'est de mettre en avant des portraits de femmes qui, justement, à mes yeux, réussissent, mais avec différentes définitions. Et bien souvent, on ne se rend pas compte, mais la représentation, c'est très important. C'est que même si parfois, c'est pas dans l'environnement familial, ce qu'on va regarder à la télé, ce qu'on va écouter à la radio, la musique qu'on va écouter, parfois, ces personnes-là peuvent avoir un réel impact. Et donc, pour moi, la représentation, c'est important, notamment pour les plus jeunes, parce qu'en fonction des images qu'on va leur envoyer, en fonction des modèles qu'on va leur proposer, ils vont pouvoir ou pas s'identifier et derrière pouvoir réaliser des grandes choses ou pas, mais en tout cas se dire c'est possible parce que la jeune femme que j'ai vue, elle me ressemble, on a un tel trait de caractère en commun. Donc voilà, je pense que c'est important, même si c'est pas dans le cercle familial, mais l'identification au moins dans son environnement, dans son champ visuel. Est-ce qu'il y a parce que depuis tout à l'heure on discute entre nous, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous allez faire les timides comme tout à l'heure, on a déjà discuté ensemble. Non? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on peut parler des difficultés? Parce que c'est quand même le parcours du combattant, de choisir d'être entrepreneur. Quand on sort du salariat, on travaille 1000 fois plus. On a 1000 fois moins de congés, d'horaires et compagnie. Est-ce que vous pouvez parler de vos difficultés et votre façon de les surmonter? Pour moi, je pense que ça a été plus une libération, même si je passe des heures à travailler et que c'est parfois des contraintes et qu'on aimerait des fois être en famille et pouvoir profiter des loisirs et tout. Mais je pense que pour le coup, ça a été libérateur. J'ai travaillé à un certain moment en municipalité. Je suis partie à la fin parce qu'on me demandait de faire des choses qui ne me correspondaient plus. Donc je me suis dit, là c'est le moment d'en gros de faire ce que tu as envie de faire. Mais pour le coup, moi je parlerai pas de... C'est difficile au quotidien, c'est beaucoup
de sacrifices, de contraintes, mais le fait de pouvoir faire ce qu'on aime, ça n'a pas de prix. Donc, Moi, je parle de difficulté parce que parfois on croit que c'est trop facile. Parfois on dit ah, elle a de la chance, elle fait ce qu'elle veut, elle voyage comme elle veut. On voit pas le travail qu'il y a derrière et tout. Donc c'est dans ce sens-là que je parlais des. Dans ce sens-là, je pense que pour le coup, on peut en discuter avec des personnes qui sont dans le même combat, j'ai envie de dire entre guillemets. Mais vu d'un point de vue extérieur, c'est assez compliqué à expliquer aux gens. Bien ça, c'est vrai. Moi, je dirais qu'il y a des difficultés. Dans le sens où, c'est à différents niveaux, c'est-à-dire que déjà financièrement, parce que, après moi c'était mon cas, le fait d'avoir été dans le salariat, j'avais quand même une sécurité. C'est une sécurité que je lâche pour ne pas savoir combien je vais toucher tous les mois. Et quand on a des... Moi je rembourse un prêt étudiant, voilà. Donc il faut être sûr que derrière le prêt étudiant, tous les mois, il soit remboursé. Donc déjà financièrement, c'est pas simple. Et après, émotionnellement, parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, son plus gros obstacle, c'est soi-même en fait. Donc derrière, il y a la motivation, c'est-à-dire que tous les jours, il faut se motiver, tous les jours, il faut se dire, il faut être dans une espèce de confiance en soi dynamique, constante. Donc ça aussi, et personnellement aussi, parce que quand on est entrepreneur et qu'on... Par exemple, on vit avec quelqu'un, on est en couple. Si cette personne n'est pas dans cette situation, il y a des situations qu'elle ne va pas forcément comprendre. Et donc ça aussi, c'est des... Pour moi, c'est quand même... Après, chacun le vit différemment, mais pour moi, je sais que ça a été quand même des difficultés à prendre en compte. Et puis aussi, ça fait le tri dans son entourage, quoi, parce que t'as plus le temps pour aller boire des verres, t'as plus le temps pour aller pour rencontrer les copains, tu réponds plus au téléphone, tu réponds pas au WhatsApp. On comprend pas pourquoi tu réponds pas. Voilà, donc tu rentres un peu dans une espèce d'isolement et du coup, ouais, c'est pas évident. Après, je suis totalement d'accord dans le sens où ça n'a pas de prix, le fait de pouvoir faire ce qu'on aime et que je sais que je changerais ça pour rien au monde. Mais si quelqu'un demain me demande, je lui dirais, c'est pas de tout repos et c'est pas sans sacrifice, quoi. Et il faut aussi être prêt à avoir sacrifié. Et encore, moi, j'ai pas d'enfants, donc je me dis, en plus, quand on a des enfants, etc., c'est un autre niveau. Pareil pour les études, parce qu'il faut retourner sur le banc d'école, rester assis et attentionné pendant tant d'heures sans piquer du nez, réviser. C'est quand même le mode scolaire, c'est pas simple, quoi. Quand on reprend les études, en fait, on a l'impression que faire des études, c'est facile. On oublie vite. Après le bac, moi, j'avais l'impression que faire des études, c'était facile. Et en fait, en y retournant, je me suis rappelé que, en fait, en rentrant à la maison, il faut encore travailler. C'est pas fini. Alors que quand on travaille, on fait notre journée de travail. Et quand on est salarié, on fait notre journée de travail, on n'a pas forcément de compte à rendre, on rentre et c'est fini. On a le temps, on peut faire des choses. Alors que les études, ça demande un investissement permanent. De sa carrière, de ses études. Donc c'est vraiment une organisation qu'il faut essayer de tenir parce que sans ça, en fait, on coule vite. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas les automatismes d'un étudiant lambda qui sort du bac, c'est quand même... on rame bien. Question de représentation, c'est important après, Ça a été? Et toi? Bien. Ça va? Je suis là. Ok, j'arrive. Non, elle est sérieuse. T'es sérieuse? Pourtant, ici, on a ma série de c'est parce qu'il a été dit cette forme-là et ça va te donner ce genre. Tu vois, ça c'est la fille avant quand elle est arrivée. Elle est arrivée, on a fait le suivi.
Et on fait toujours 20 mots avant la fin, ils me disent non, on n'y arrive pas, j'arrête. Et là, je me dis, mais parce que en ayant fait du sport, je me dis, mais c'est comme si tu fais un 800 mètres, il te reste 20 mètres avant la ligne d'arrivée, et toi, tu dis t'arrêtes. Tu t'assieds comme ça, là, tu vois la ligne, et puis tu bouges plus. Je dis non, tu peux pas. Quand tu fais du sport, tu vas au bout. Après, tu arrives, tu es essoufflé, tu pleures, il n'y a pas de souci. Et en fait, je pense que le sport, ça a ce truc aussi de te pousser à dépasser tes limites. Et je pense que petit, ça fait du... Enfin, je sais pas si c'est la confiance en soi, mais en tout cas, ça pousse à la persévérance et à la détermination à ne pas lâcher, quoi. Et je pense que ça peut être un bon outil pour, pas forcément en compétition, hein, mais même de loisir, de pouvoir faire quelque chose et d'aller au bout de quelque chose, quoi. Après, ça peut être une autre activité, mais c'est vrai que j'aime bien l'exemple du sport parce que t'as quelque chose qui te pousse, tu peux pas arrêter. Usain Bolt peut pas s'arrêter devant la ligne comme ça et dire non, mais là, il s'arrête pour marcher parce que je veux plus, quoi.